D'abord, merci à toutes et tous de participer à ce webinaire. Parlons évaluation. Le thème d'aujourd'hui, c'est la présentation des travaux qui ont été primés à la dernière édition du prix du mémoire de master en évaluation qui est organisé par la Société française de l'évaluation. Donc l'idée, voilà, c'est de donner une plateforme un peu aux lauréates et lauréats pour présenter un peu plus en détail leurs travaux par rapport à ce qu'ils ont pu faire au moment de la remise du prix, donc qui a eu lieu fin d'année 2023, je ne me souviens plus de la date exacte, je crois que c'était le 30 novembre, quelque chose comme ça, au moment des rendez-vous de l'évaluation. Avant qu'on commence à proprement parler, je veux remercier Théophile Courtier, qui est administrateur de la SFE, et puis Élise Migieux, secrétaire générale, d'avoir aidé aussi à relancer ce webinaire cette année et puis d'avoir contribué à l'organisation. Voilà, quelques mots juste pour rappeler ce que c'est que ce prix. Donc, c'est un prix qui est organisé par les jeunes évaluateurs, évaluatrices émergents, émergentes, qui est donc un réseau de jeunes au sein de la SFE et qui vise à valoriser les travaux des étudiants en évaluation. Il y a 3 mentions dans ce prix, donc qui sont rappelées ici à l'écran: pratique professionnelle de l'évaluation, réflexion sur les pratiques évaluatives et recherche évaluative. En tant qu'évaluateur, évidemment, on aime bien les critères, hein, donc c'est des mentions qui sont attribuées aux différents mémoires candidats en fonction de 5 critères. Je le dis aussi pour les étudiants éventuellement qui seraient dans l'auditoire et qui seraient intéressés de candidater à ce prix à l'avenir. Donc les 5 critères qui sont observés par le jury, c'est d'abord, est-ce qu'on traite véritablement d'évaluation? Donc il y a un critère un peu d'éligibilité, hein. Est-ce qu'il y a une approche ou un sujet qui est innovant dans le cadre du mémoire et par rapport aux thématiques de l'évaluation? Est-ce qu'on voit bien des méthodes et une démarche qui est rigoureuse? Est-ce que les références aux travaux ou aux sources qui sont faites sont bien pertinentes? Et enfin, donc le dernier critère, c'est est-ce que le travail témoigne d'un investissement significatif de l'étudiant? Voilà, et donc sur la base de ces critères-là, le jury qui a délibéré, comme pour les 2 premières éditions, au cours de l'édition 2023, il était présidé par Anne Revillard, qui est professeure en sociologie à Sciences Po et directrice du LIEP, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Et puis il y avait aussi donc dans le jury Gaël Baron, qui est docteur en sciences économiques et qui fait de l'évaluation à Toulouse Métropole, et également Agathe Deveau, qui est docteur en sciences politiques et consultante dans la SCOP Quadrant Conseil. Voilà. Alors, je ne me suis pas présenté, je suis Hugo Vacus, consultant, évaluateur, au sein du cabinet de conseil Planète Publique. Je vais animer ce webinaire avec, Sarah Achab, que je laisse se présenter aussi rapidement. Oui, merci Hugo. Bonjour à toutes et tous. Vraiment ravie d'être là et de participer à l'animation, co-animation de ce webinaire. Donc, je suis Sarah Chab, je travaille à la mairie de Grigny. Donc, je suis coordinatrice d'un plan local de lutte contre la pauvreté et en charge du déploiement de l'expérimentation territoires zone recours. Et tout comme Hugo, je suis lauréate du prix 2022 pour une évaluation que j'avais menée avec des camarades à l'époque sur le programme de démocratisation de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Voilà, merci. Merci Sarah. Et donc je le rappelle aussi, c'est un webinaire qui est enregistré. Voilà, et donc sans plus attendre, on va pouvoir, rentrer un peu plus dans le vif du sujet et laisser, les 3 lauréats, se présenter, Élise, puis Jonas et Rémi, allez-y. Merci beaucoup, Hugo. Merci à toutes les jeunes évaluatrices pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Élise Desplaudes et je travaille au sein de la SCOP Quadrant Conseil, donc en tant que consultante et évaluatrice. Et j'ai réalisé mon mémoire sur les liens entre évaluation des politiques publiques et études de genre. Merci beaucoup, vas-y Jonas. Jonas, est-ce que tu nous Ok, entends? désolé, je Ouais, n'ai pas non, pas de activé souci. le micro. Pas de Ok. problème.
En tout cas, je viens juste de dire bonjour d'ici de Cologne où je me trouve actuellement. C'est un grand plaisir de vous voir si nombreux et nombreuses et d'avoir la possibilité de présenter un mémoire dans un cadre comme le ciel ici. En ce qui concerne mon parcours, en quelques mots, je suis économiste de base. Ça veut dire que j'ai fait des études de sciences économiques et politiques à l'université de Cologne. Et après, j'ai rejoint Sciences Po Paris, où j'ai fait un master en politique publique et économie, dans le cadre duquel j'ai, entre autres choses, rédigé le mémoire que je présenterai aujourd'hui. Et maintenant, je suis de retour à Cologne et je suis en doctorat en sciences économiques. Et en quelques mots, je travaille à l'intersection de l'économie urbaine et l'économie du sport. Voilà. Merci beaucoup. Et Rémi? Bonjour à toutes et à tous. Également, hein, je remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire, particulièrement Hugo et Sarah. Et donc moi, je suis actuellement en préparation d'une thèse. Et donc, je suis ici pour parler d'un mémoire qui a porté sur l'analyse de l'activité d'évaluation d'une association d'insertion par le sport. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, juste quelques précisions sur l'organisation et le format. On va aborder différentes thématiques relatives aux mémoires des lauréats. Sentez-vous libre de poser des questions dans le chat, et puis s'il y a vraiment une question un peu brûlante, de lever la main. On essaiera principalement quand même de garder un temps de discussion plutôt à la fin, mais voilà, n'hésitez pas malgré tout à poser quelques questions au besoin au cours de la présentation. Donc la première chose dont on voulait parler, c'est la question du choix du sujet, qui est quand même crucial quand on fait un mémoire de fin de master, et qui est, je pense, un facteur de réussite important, d'avoir une connexion à la fois intellectuelle et puis aussi un intérêt particulier en lien avec le sujet. Donc ici, l'idée, c'est de vous demander pourquoi vous avez choisi de travailler sur un sujet qui est lié à l'évaluation des politiques publiques, pourquoi sur ce sujet en particulier, quelles ont été vos motivations. Et donc, je laisse Élise prendre la parole en premier pour son mémoire état des lieux et enjeux d'un dialogue entre évaluation des politiques publiques et études de genre. Merci. Alors, j'ai tout simplement choisi de travailler sur un sujet en lien avec l'évaluation des politiques publiques, puisque j'ai fait mon stage de fin d'études à Quadrant Conseil, où je travaille toujours. C'était assez évident que j'allais devoir faire un mémoire en lien avec mon activité de stage. Mais par contre, les enjeux de genre, c'était pas du tout des enjeux sur lesquels je travaillais pendant mon stage. Donc c'est plus sur le sujet à proprement parler du genre que je me suis posé des questions. Donc c'est pas un sujet sur lequel j'avais des missions en stage, mais c'est évidemment un sujet d'intérêt et de discussion assez majeur au sein du cabinet, en particulier pour certains et certaines consultantes, notamment Karine Sage qui anime le groupe de travail genre et évaluation de la Société française de l'évaluation, et pour d'autres collègues comme Noémie Lequet ou Chérifa Oudguiri qui ont travaillé notamment sur une évaluation qui intégrait une analyse budgétaire sensible au genre. Et donc je suis arrivée un petit peu après cette évaluation. Donc j'en ai rapidement entendu parler. Et puis il s'avère que les enjeux de genre, c'était aussi un sujet d'intérêt à titre personnel. J'ai longtemps été impliquée dans une association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc dans le cadre associatif et militant, en tout cas, c'était un sujet d'intérêt majeur pour moi. Et puis, en commençant à me renseigner sur ce sujet et sur les liens entre genre et évaluation des politiques publiques, je me suis vite rendu compte que c'était, finalement, la littérature sur le sujet était peu foisonnante, qu'il y avait pas mal de littérature au croisement des études de genre et de l'analyse des politiques publiques. Mais en tout cas, côté évaluation des politiques publiques, c'était peu le cas, ou en tout cas peu en français et peu hors du champ de l'aide au développement.
d'où l'intérêt d'autant plus de travailler sur le sujet. Voilà un petit peu ce qui explique pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet-là et puis je pourrais revenir dans un deuxième temps plus précisément sur les questions d'évaluation et sur l'objet de ma recherche. Super. Merci beaucoup. Donc effectivement, très intéressant de voir comment se sont combinées, des découvertes dans le cadre d'une expérience professionnelle avec des intérêts, préexistants et par ailleurs, effectivement, tu as un peu parlé de revues de littérature et dans ton mémoire, c'est un des aspects qui a été particulièrement apprécié, par le jury parce qu'effectivement, je vous invite, toutes et tous à aller regarder, hein. Tous les mémoires sont disponibles sur le site de la SFE. Mais ouais, une revue de littérature très intéressante sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Euh, Jonas, pour ce qui te concerne, quelles ont été un peu les motivations à travailler sur ce sujet-là? Oui, est-ce que tu pourrais aller vers le... Merci. Donc, je réalise qu'il y a deux réponses pour répondre à la question. Premièrement, il existe une réponse un peu plus pragmatique qui est que, voilà, je suis diplômé de Sciences Po en politique publique et dans ce cas-là, c'était presque naturel ou presque évident d'écrire ou de faire une analyse évaluatrice. Mais la réponse un peu plus sympa, un peu plus intéressante pour vous, c'est probablement que j'essayais de combiner ma passion pour le sport, soit comme actif, soit comme passif. C'est pourquoi je vous ai amené les photos là, avec des compétences acquises pendant ma scolarité. Donc, je parle des compétences statistiques, des compétences méthodologiques, économiques. Et cela m'a mené automatiquement vers une analyse évaluatrice. Et le message que je voudrais bien transmettre ici, je voudrais bien faire un peu de la publicité pour encore plus des analyses empiriques, des analyses évaluatrices à travers le prisme du sport. C'est que je suis entièrement convaincu que le sport offre un terrain idéal pour des analyses empiriques. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il existe un très, très grand nombre de données accessibles. Et deuxièmement, le sport, ça veut dire normalement de la compétition. Et de la compétition, ça veut dire que des gens se mettent à fond, des gens veulent gagner. Et comme ça, cela vous permet, en tant qu'académique, en tant que chercheur, cela vous permet d'étudier des phénomènes réels, des phénomènes qui sont peut-être difficiles à révéler dans un contexte différent, mais le sport nous offre une nouvelle fenêtre pour étudier ces phénomènes. Et peut-être tu pourrais aller vers le prochain slide là. Et voilà, et la deuxième raison, c'était que je viens d'identifier qu'il existe une certaine disbalance entre l'importance qui joue le sport pour notre société, mais également pour notre économie et ainsi pour les politiques publiques. Donc, je vous ai préparé ce chiffre-là. L'industrie du sport représente environ 2% du produit intérieur brut mondial. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est de mon expérience quand je présente mon travail et quand je suis en échange avec des responsables, c'est relativement mal connu. Et cela m'a surpris. Et malgré l'importance du sport sociétal, économique, etc., il n'existe pas un très, très grand nombre de recherches évaluatrices. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis dit, OK, peut-être je peux contribuer un peu à patiemment fermer ces trous. Et c'était un peu une de mes motivations pour mon mémoire. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oh. Effectivement, encore une fois, la combinaison d'une passion et puis d'intérêts intellectuels spécifiques. Rémi, de ton côté? Oui. Bah, à l'instar d'Élise et Jonas, moi, c'est aussi la combinaison de plusieurs facteurs, mais notamment de mon parcours universitaire, puisque donc j'ai réalisé un master moi, de sciences politiques à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne, qui donc m'a permis de développer un attrait pour l'action publique, également l'évaluation des politiques publiques. Et suite à ce master, j'ai voulu réaliser un autre master, plus en lien avec une question qui m'intéresse énormément depuis plusieurs années, donc le sport, mais plus précisément pardon, le socio-sport.
qui, pour expliquer assez rapidement, est un champ d'action dans lequel le sport est utilisé comme un outil d'action et de médiation dans le cadre de projets à finalité fortement sociale. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai réalisé un master de recherche à l'université Rennes 2, donc en sciences humaines et sociales appliquées au domaine sportif. Et donc voilà, en fait, j'ai voulu m'intéresser à cet enjeu de l'évaluation au sein de ce champ, donc le socio-sport, parce que selon moi, ça reflétait assez bien mon profil et mon parcours universitaire. Et je ne sais pas si on peut accéder à mes slides. Pardon, oui. Ouais, c'est pas grave, celle d'après, ouais. Et donc voilà, et donc je me suis reposé assez fortement sur les travaux de Dominique Charrier, qui est un peu le spécialiste en France de l'évaluation dans le domaine du sociosport. Et donc, également dans le cadre de ce master, j'ai été amené à réaliser un stage de 6 mois dans une association nommée Action Prévention Sport, donc APS, qui est située dans le Val-de-Marne, à Champigny, et qui est assez pionnière dans le champ de l'insertion par le sport dans le sport en France. Et donc, j'ai été accepté dans cette structure. J'ai réalisé un stage de 6 mois en tant que chargé de développement. Et donc, il m'a paru intéressant et pertinent de réaliser mon mémoire de recherche sur cette structure, donc, ce qui m'a conféré une double position, donc à la fois de chargé de développement stagiaire, mais aussi de chercheur. Et donc, j'ai voulu donc questionner l'activité d'évaluation au sein de cette structure. Et plus précisément, j'ai pris pour terrain d'enquête le pôle ISP, donc le pôle insertion socio-professionnelle d'APS, qui en fait est un pôle qui entreprend un certain nombre d'actions d'insertion par le sport à destination de divers publics, donc des décrocheurs scolaires, des bénéficiaires du RSA ou encore des jeunes sous main de justice. Et en filigrane de ce mémoire, je me suis largement focalisé sur une action en particulier, qui est l'espace dynamique d'insertion, qui était jusqu'en fin 2022 le dispositif majeur d'APS, qui est un dispositif qui a été proposé par le Conseil régional d'Île-de-France, visant l'insertion professionnelle et formative de jeunes décrocheurs scolaires franciliens, et qui était porté par APS depuis plus de 20 ans. Et donc, ce dispositif représentait près de 40% du budget d'APS, et c'était également une action qui était portée par la structure depuis plus de 20 ans, et il cristallise, selon moi, beaucoup d'enjeux sur ce que peut représenter l'évaluation pour des associations porteuses de programmes publics tels qu'APS. Très bien, merci beaucoup. Et bien, on va maintenant passer donc à la deuxième thématique. Je vais laisser la main à Sarah pour l'introduire. Oui, merci. Donc, on va passer à l'objet de la recherche et notamment savoir un peu plus, maintenant que vous nous avez parlé dans les grandes lignes de votre objet d'étude et du choix du sujet. C'était quoi votre question de recherche, la problématique de votre mémoire? Sachant que c'est une question, si ce n'est la plus importante, c'est vraiment la porte d'entrée de votre mémoire. Il faut savoir si elle est acceptable ou pas. Il faut qu'elle soit validée et puis, c'est vraiment ce à quoi vous travaillez avant toute écriture de votre mémoire, puisque ça vous permet de savoir si vous allez dans la bonne direction ou pas. Et je suppose, étant passé par là aussi, que vous avez pu passer du temps là-dessus, à la reformuler ou peut-être pas. Ça peut être aussi très rapide si c'était une évidence et que ensuite tout a découlé. Donc voilà, un peu chacun à votre tour, à l'image de ce qu'on vient de faire, quelle était votre question de recherche ou vos questions d'évaluation, puisqu'il peut ensuite en avoir plusieurs. Peut-être commencer par Élise, pardon. Ouais. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai décidé de travailler sur le genre et l'évaluation et plus précisément sur les liens entre études de genre et évaluation des politiques publiques. Puisque, au cours de mes premières recherches et comme le disait Hugo, j'ai un petit peu parcouru toute la littérature sur le sujet. Je suis tombée sur des travaux qui ont été réalisés pendant le congrès de l'Association française de sciences politiques en 2009
Et c'était des travaux qui s'intéressaient au lien entre analyse des politiques publiques et études de genre, et donc au lien entre ces deux champs pluridisciplinaires. Et les travaux issus de ce congrès cherchaient à montrer que chacun des deux champs de recherche pouvait éclairer les angles morts de l'autre. C'est un peu le travail qui a fait tilt et qui m'a paru extrêmement intéressant. Et je me suis posé la question de est-ce que on pourrait pas projeter la même chose en évaluation des politiques publiques. Et donc ma recherche s'est inscrite dans la continuité de ces réflexions. Donc ces réflexions, elles n'étaient pas axées sur l'évaluation des politiques publiques, mais pour le coup, j'ai cherché à interroger le dialogue entre évaluation des politiques publiques et études de genre. Et comme vous pouvez le voir sur la slide, donc j'ai soutenu que, d'une part, l'évaluation des politiques publiques pouvait bénéficier de l'apport d'une perspective de genre, que les politiques publiques pouvaient être évaluées à travers la lunette du genre, parce qu'elles produisent des effets sur les rapports sociaux entre les femmes et les hommes. Et puis, d'autre part, que on ne peut pas comprendre l'état des inégalités entre les femmes et les hommes et les évolutions des rapports sociaux de genre sans s'interroger sur les effets des politiques publiques dans ces domaines. Donc, que ça fonctionnait dans les deux sens. Et que donc chacun des deux champs disciplinaires, études de genre et évaluation des politiques publiques, pouvait éclairer les angles morts de l'autre. Et pourtant, je faisais l'hypothèse que c'était deux champs encore très imperméables l'un à l'autre. Et c'est donc ce que j'ai cherché à montrer. Et je me suis intéressée à ce que j'ai qualifié, ce que vous voyez en orange sur la slide, ce que j'ai qualifié de spectre de l'évaluation aveugle au genre, aux études de genre aveugles à l'évaluation. Et entre ces deux extrémités-là, on a l'évaluation qui est souvent dite sensible au genre, et puis l'éventuelle étude de genre qui mobiliserait des méthodologies d'évaluation, des outils d'évaluation. Et sur ce spectre-là, on a trois grandes catégories d'acteuristes qui peuvent participer ou contribuer à la réalisation de travaux. On a les praticiens-praticiennes de l'évaluation, les chercheurs universitaires, et puis les organisations associatives et militantes. Et pour le côté organisation associative et militante, là, je vous renvoie vers l'article de mon collègue Marc Thévigny qui a travaillé notamment sur l'évaluation militante. Pour le coup, c'est un aspect que j'ai beaucoup moins développé dans mon travail pour des questions de faisabilité. Et je me suis concentrée plutôt sur le rôle des praticiens-praticiennes de l'évaluation et des chercheurs dans ce dialogue entre évaluation des politiques publiques et études de genre en France. Je me suis concentrée sur le cas français. Et sur la deuxième slide, on voit un petit peu le processus, l'organisation de mon travail avec, dans un premier temps, tout un travail d'état des lieux, donc côté évaluation, avec un état des lieux de la prise en compte des questions de genre dans l'évaluation, et puis côté études de genre, un état des lieux de la mobilisation de l'approche évaluative dans les recherches sur le genre, et dans un second temps, plus côté plaidoyer et argument en faveur de ce dialogue. Comment est-ce que l'évaluation peut bénéficier de l'intégration d'une perspective de genre d'un côté, et puis inversement, comment est-ce que les études de genre peuvent bénéficier des outils et de la démarche d'évaluation. Voilà, c'était un peu l'objet de ma recherche. Merci Élise, super intéressant. Et peut-être Jonas, est-ce que toi aussi, à l'image d'Élise, tu as dû faire des choix avec toutes les questions qui se posaient? Enfin, on va passer à ta slide, mais il y avait plusieurs problèmes, plusieurs questions soulevées avec le sujet que tu avais choisi. Ouais, effectivement. Alors, je dirais qu'il y avait une grande question autour de mon projet de recherche. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Et après, tu as parfaitement raison. Pendant le projet, c'est développé graduellement et après, des nouvelles questions ont émergé. Mais peut-être pour retourner vers la grande question sous-jacente mon projet de recherche. Mon projet a commencé avec une observation, l'observation qui est que
depuis des années 70, particulièrement dans des contextes américains, mais aussi dans quelques contextes européens. Des entités publiques ont accordé d'énormes subventions publiques de centaines de millions d'euros ou dollars pour la construction ou l'entretien des installations sportives. Bradbury et al. Estime une somme d'environ 33 milliards d'euros en total. Et cela en soi ne pose pas forcément un problème, mais le problème, c'est que il existe un très très grand nombre des analyses d'ex post évaluation en sciences économiques qui montrent très clairement que les effets directs économiques, donc l'impact direct économique de l'industrie sportive est relativement limité en raison des effets de substitution et des effets d'éviction, ce qu'on appelle crowding out en anglais, peut-être ce terme est un peu plus connu. Et du coup, il se pose un peu la question, qu'est-ce qui donc justifie la subvention généreuse de l'industrie sportive, une industrie qui est relativement privée, même s'il y a certainement certains biens publics, mais quand même, ça reste privé. On dépense de l'argent acquis à travers des impôts. Et c'est également une question très actuelle. Donc, je viens de vous présenter juste quelques screenshots que je fais pendant le mois dernier. Et ce n'était pas une recherche très intense. Je viens juste de googler subventions publiques pour des stades. Et voilà quelques exemples en France, quelques exemples concernant les États-Unis. Et voilà, en bref, ça reste une question actuelle et pertinente. Mais l'angle que je poursuis est un peu différent parce que moi, je suis un nouveau courant de la littérature qui est relativement récent et qui se pose donc la question quand l'impact économique direct n'est pas suffisant, peut-être l'impact économique indirect, c'est-à-dire des avantages immatériels ou en termes économiques, des externalités positives, sont-ils peut-être suffisamment larges pour encore justifier la pratique de la subvention publique des projets de stade. Et juste pour vous donner quelques exemples, parce que je suppose que le mot externalité est peut-être un peu compliqué pour tous ceux qui n'avaient pas des cours d'économie. Donc, la littérature précédente, en ce qui concerne les externalités positives, trouve que la présence d'une équipe professionnelle sportive dans une ville peut améliorer la qualité de vie, mais on a également trouvé que ça peut inspirer un certain sentiment de cohésion sociale ou ça peut évoquer une certaine fierté civique. Et mon exemple de préférence, comme Allemand, c'est toujours l'impact qu'il y avait la Coupe du Monde de foot en 2006 en Allemagne et qui a évoqué un sentiment de cohésion, un certain esprit de patriotisme et qui était relativement inconnu en Allemagne depuis très très longtemps à cause de l'histoire qui est très connue. Mais je voulais juste aussi, pour conclure, dire qu'il y a a priori aussi des effets négatifs potentiels. Donc, on parle des effets de congestion, ça peut être lié au bruit, aux déchets, aux embouteillages, ou ça peut être de la criminalité associée au sport. Et du coup, d'un point de vue a priori, l'effet total reste ambigu. Et voilà, ça c'était un peu l'objectif de ma recherche, de quantifier ces externalités. Merci Jonas. Et pour toutes et tous, on reviendra à chaque fois plus en précision, parce que c'est vrai que ça donne un bon aperçu et on a envie de poser beaucoup plus de questions. Mais on reviendra sur, vraiment les résultats aussi des recherches. Rémi, est-ce que toi, ça a été, une question, qui est arrivée tout de suite, celle de l'activité d'évaluation de la structure dans laquelle tu faisais ton stage? Ou est-ce que tu as quand même dû te la poser et confronter à d'autres choses que tu avais vues durant ton stage? Oui, alors moi, dans un premier temps, j'ai vraiment voulu, ma position un peu immersive dans la structure m'a incité à vraiment questionner l'activité interne d'évaluation dans APS et donc de voir quels outils étaient utilisés,
quels indicateurs, critères d'évaluation étaient mis en place, quelles personnes au sein d'APS étaient en charge de cette activité, quelles pouvaient être aussi leurs représentations à l'égard de cet enjeu. Mais en fait, j'ai pu me rendre compte assez rapidement que cette évaluation était un axe qui cristallisait un ensemble de sujets pour APS qui pouvaient également être, enfin cette activité d'évaluation pouvant également être appréhendée comme une porte d'entrée pour analyser notamment les relations entre APS et les différents pouvoirs publics qui environnaient cette structure et notamment les financeurs de cette association. Et donc, j'ai voulu voir quels pouvaient être les rôles, les usages de l'évaluation au sein d'APS. Et donc, dans ce décentrement un peu de l'analyse, je me suis placé dans une perspective d'instrumentation de l'action publique, qui est un peu un courant analytique qui vise à saisir l'action publique à l'aune de ces instruments. Et donc, ici, j'ai utilisé donc les instruments, des outils d'évaluation et des appels à projets. Puisque comme on le verra plus tard, les appels à projets sont extrêmement prégnants dans l'action d'APS, qui en fait porte un ensemble très important de dispositifs publics, tels que l'EDI que j'ai cité auparavant. Donc voilà, dans un premier temps, de manière assez rudimentaire, j'ai vraiment voulu questionner l'activité d'évaluation interne d'APS, et puis ensuite j'ai réalisé que cette activité cristallisait plusieurs enjeux pour la structure. Merci beaucoup. Je vais reprendre la main pour le sujet suivant. Donc maintenant qu'on a une idée un peu plus claire du sujet et des questionnements qui ont guidé vos travaux, on voudrait aborder avec vous les méthodologies que vous avez utilisées, parce qu'elles sont mises ensemble, elles couvrent en fait une belle diversité de ce qu'on peut trouver dans l'évaluation, avec à la fois du qualitatif, du quantitatif, et dans le qualitatif notamment entre le mémoire d'Élise et le mémoire de Rémi, beaucoup de méthodes différentes de collecte et d'analyse. Donc l'idée c'est que vous nous parliez un petit peu donc, des théories et grands concepts que vous avez utilisés, de la littérature qui vous a inspiré, vous avez déjà un peu commencé à en parler, et puis voilà, essentiellement des points qui ont marqué la collecte de données et l'analyse dans le cadre de votre travail. Élise, je te laisse la parole. Merci. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai quand même très largement mobilisé toute la littérature existante sur le sujet genre et évaluation, majoritairement de la littérature académique anglaise et dans le champ de l'aide au développement, et puis pas mal de littérature toujours dans le champ de l'aide au développement, du côté d'organisations qui réalisent des évaluations. Mais donc je me suis retrouvée assez vite limitée par ce que je trouvais dans la littérature, en tout cas pour la partie état des lieux en France. Et j'ai pu quand même mobiliser beaucoup la littérature pour toute la partie plus plaidoyer en faveur de plus de liens entre évaluation et études de genre. Mais côté état des lieux, je me suis beaucoup appuyée sur donc des outils de collecte que j'ai déployés de manière ad hoc. Donc j'ai déployé 2 enquêtes par questionnaire, une auprès des praticiens-praticiennes de l'évaluation et puis une auprès des doctorants, doctorantes et chercheurs en études de genre, études féministes et études des sexualités en France. Donc côté praticiens-praticiennes pour recueillir leur expérience et leurs enseignements sur la prise en compte du genre en évaluation, et puis côté chercheurs en études de genre, la même chose côté études de genre. Et puis en complément, j'ai réalisé un certain nombre d'entretiens qualitatifs, 18 entretiens qualitatifs, donc 5 auprès de
commanditaire d'évaluation, que ce soit côté commanditaire dans le champ de l'aide au développement ou commanditaire au sein de collectivités territoriales. 6 entretiens auprès de consultantes dans différents cabinets d'évaluation, auprès d'une référente genre du F3E qui est donc qui fait le lien entre commanditaires et prestataires d'évaluation dans le champ de l'aide au développement. Des entretiens auprès de chargés d'égalité aussi en collectivité pour notamment m'intéresser aux liens qu'il pouvait y avoir dans les collectivités entre les enjeux d'égalité femmes-hommes et les services d'évaluation. Et puis des entretiens auprès de chercheuses, donc auprès de Anne Rivière, qui est donc sociologue et directrice du LIEP, auprès de Sandrine Dauphin, qui est une chercheuse à l'Institut national d'études démographiques, qui est notamment spécialisée sur les politiques sociales et familiales et sur les questions des violences, et puis auprès de Barbara Lucas, qui est une chercheuse spécialisée sur les politiques sociales et le genre. C'est notamment ces 3 entretiens-là qui ont été un peu clés, notamment sur la partie du coup plus études de genre, puisque donc moi je suis arrivée dans mon stage à Quadrant Conseil en découvrant l'évaluation, mais donc en ayant de plus en plus de billes grâce à mes collègues et à mon expérience. Mais par contre, côté études de genre, j'en avais beaucoup moins. J'ai pas du tout fait un master en lien avec les études de genre. Et leurs regards ont été assez clés aussi pour la partie plus côté études de genre. Donc c'était hyper intéressant. Et puis par exemple, Anne Rivière avait un regard à la fois côté évaluation et un regard côté études de genre. Donc c'était ultra riche. Voilà. Et puis pour apporter aussi évidemment des éléments de réponse complémentaires aux données déclaratives, que ce soit au sein des questionnaires ou au sein des entretiens. J'ai aussi réalisé des analyses documentaires. J'ai analysé des rapports d'évaluation qui sont disponibles sur l'Observatoire de la Société française de l'évaluation, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la Société française de l'évaluation répertorie un certain nombre d'évaluations sur son observatoire qui est disponible sur le site internet de la SFE. Donc certaines des évaluations qui sont listées sur cet observatoire sont disponibles, d'autres ne le sont pas. Donc c'est un peu la limite de mon travail. Mais en tout cas, j'ai pu analyser tous les rapports qui étaient disponibles entre 2018 et 2020, afin notamment d'identifier la part de ces rapports qui intègrent une perspective de genre et pour faire cet état des lieux. Et puis, côté études de genre, j'ai pu analyser 107 articles de recherche de la revue Les Cahiers du genre, qui ont été publiés entre 2017 et 2021, afin d'identifier le nombre d'articles qui mobilisaient une approche évaluative. Et donc, en sachant que Les Cahiers du genre, c'est une des principales revues spécialisées sur le genre en France. Donc, en analysant d'un côté les rapports disponibles sur l'Observatoire de la SFE et de l'autre les articles de recherche de cette revue majeure sur le genre, ça me permettait quand même d'avoir aussi des éléments de compréhension de ce dialogue entre évaluation des politiques publiques et études de genre, des éléments de compréhension complémentaires à tout ce qui m'avait été partagé en entretien et dans les enquêtes, et puis toute la littérature mobilisée. Et sur la slide suivante, je vous ai mis certains articles et certains travaux un peu clés qui ont été clés pour moi, pour mon travail. Donc, je ne sais pas si le diaporama sera partagé, mais en tout cas, si le sujet vous intéresse, si le sujet genre et évaluation vous intéresse, c'était des recherches et des travaux qui étaient particulièrement intéressants de mon point de vue, avec donc sur le sujet de la prise en compte du genre en évaluation. Évidemment, les travaux de Donna Podems ou de Julia Espinosa, qui sont des travaux un peu clés sur le sujet.
La première référence qui est un peu la Bible de l'évaluation féministe. Et puis, et sur la droite, j'ai mis aussi quelques travaux menés par différentes organisations dans le champ de l'aide au développement sur comment est-ce que on intègre le genre à l'évaluation, pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire. Enfin, c'est des travaux qui ont été aussi très utiles pour toute la partie argumentaire de pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'intégrer plus systématiquement en fait le genre à l'évaluation. Et je pourrais revenir sur ces arguments après. Voilà un petit peu. Et Eh puis je bien, pourrais merci. revenir aussi, pardon. Non, Je pourrais revenir vas-y. aussi sur les principaux concepts que j'ai mobilisés lorsque je parlerai des résultats de mes travaux. Parfait. Merci beaucoup et effectivement, on voit, la mobilisation de pas mal d'outils, de collecte, notamment différents, qui est assez finement faite et là aussi qui peut, je pense inspirer, les travaux, futurs travaux, d'étudiants qui écouteraient, la présentation. Hem Jonas, en ce qui concerne, la méthodologie pour ton travail, on est, sur quelque chose de très différent, mais également, qui de très enrichissant, je pense, notamment pour des étudiants. Donc sur des choses plus, quantitatives, quasi expérimentales même. Je te laisse la parole. Oui, merci. Ouais, je suis d'accord, c'est très, très intéressant de voir aussi la diversité concernant des analyses évaluatrices des trois projets. En ce qui concerne la mienne, juste pour vous rappeler brièvement, l'objectif était de quantifier des externalités. Voilà. Mais en pratique, même, enfin, en théorie, c'est facile. En pratique, il se montre que c'est malheureusement un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que ce sont des effets indirects. Ça veut dire qu'en mot simple, il n'existe pas un marché direct pour étudier des externalités. Donc, il faut trouver une fenêtre, il faut trouver un prisme à travers lequel on peut révéler des externalités. Et là, la solution s'appelle le marché d'immobilier. Pourquoi? Parce que depuis très longtemps, des économistes sachent déjà que les externalités sont capitalisées dans le prix d'immobilier. Et la logique est relativement simple. Quand vous achetez une maison très proche de la mer, vous allez payer beaucoup plus cher pour la même maison par rapport à la maison qui est peut-être un peu plus vers l'intérieur du pays. Voilà. Alors, vous payez pour la valeur d'habiter proche de la mer et c'est cette logique que j'adopte également pour des stades ou pour la proximité vers une équipe professionnelle sportive. Mais ça, c'est la première élément clé qu'il nous faut. Mais il nous faut également un autre élément. Pourquoi? Parce qu'il faut un élément de change, un élément d'évolution. Parce que si rien se change, on ne peut mesurer rien pratiquement. J'espère que ça soit un peu intuitif. Et c'est pourquoi, dans le cadre d'une étude des cas, j'exploite un départ d'une équipe, plus précisément les Rams, qui sont une équipe de la NFL et qui a déménagé de St. Louis à Los Angeles en 2016. Et cela me permet d'utiliser, comme tu le disais, une approche quasi expérimentale parce qu'on peut exploiter ce déménagement en tant qu'expérience grandeur nature. Et voilà, finalement, j'utilise une approche expérimentale, quasi expérimentale, qui s'appelle en français apparemment modèle d'écart dans les différences. Ou en anglais, peut-être c'est un peu plus connu ce terme maintenant ou d'aujourd'hui, difference in difference. Voilà, ça c'est principalement la méthodologie. Et en fait, même si ça sonne peut-être un peu compliqué, c'est relativement simple et je voulais vous convaincre que ça ne soit pas trop compliqué. En fait, ce que je fais dans mon travail, c'est que je compare le prix d'immobilier avant et après le déménagement, donc avant et après le départ de l'équipe, dans une zone de traitement de 3000 autour de l'ancien stade Haute par rapport à des propriétés résidentielles
situé plus loin. Et après, quand vous faites ça, vous pouvez simplement adopter la même logique que je vous ai voulu donner avec l'exemple d'habiter proche de la mer versus habiter un peu plus loin dans le même bâtiment. Et après, quand vous estimez ça sur un niveau agrégé, vous pouvez donc interpréter la différence des prix en tant qu'externalité. Et voilà, ça c'est la logique derrière ma méthodologie. Et c'est ce que je fais dans mon travail. Très bien, bah, c'est très clair, merci beaucoup. On dérive tranquillement en termes de temps, et notamment, j'aimerais bien qu'on arrive à garder peut-être un peu plus de temps sur la partie suivante qui concerne la présentation des résultats. Voilà, bon, je te laisse la parole, Rémi, sans plus de commentaires, du coup. Ok, bah, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc moi, oui. Donc également, j'ai été amené à réaliser une revue de littérature relative au domaine du socio-sport, donc incarné par Dominique Charrier, mais également William Gasparini ou encore Gilles Vieille-Marchizet. J'ai été aussi amené à m'intéresser au monde associatif. Et en ce sens, je me suis reposé sur notamment les travaux de Viviane Chernonog. Et pour ce qui est du protocole d'enquête, donc ayant eu un accès assez long au sein d'APS, j'ai appliqué une démarche assez ethnographique pour mon mémoire. Et donc, j'ai été amené à réaliser un ensemble d'observations. Donc, tout d'abord, j'ai observé des séances sportives encadrées par le pôle ISP, puisqu'il me semblait assez nécessaire et crucial d'observer les actions de ce pôle qui constituait mon terrain d'enquête. J'ai également réalisé des observations de comités de direction élargis, qui sont en fait des réunions internes au sein d'APS, qui réunissent l'ensemble des salariés, quelle que soit leur fonction, et qui permettent notamment d'appréhender, de réaliser un suivi collectif des différentes actions de la structure. J'ai également, en tant que chargé de développement, été convié à une journée organisée par l'ensemble des structures porteuses du dispositif de l'EDI. Et ça a été une journée extrêmement intéressante pour moi et pour mon mémoire, puisque donc cette journée a été justifiée donc par la fermeture de ce dispositif, et plusieurs tables rondes étaient justement dédiées aux thématiques de suivi des bénéficiaires de l'EDI, mais également à l'enjeu de l'évaluation pour les associations, l'évaluation de leurs pratiques, l'évaluation de leurs actions. Et donc ça m'a semblé pertinent de réaliser une observation de cette journée-là. Et j'ai également réalisé des entretiens avec les deux derniers responsables d'APS, donc Guillaume Conro et Aurélie Cometti. Et je me suis également entretenu avec une éducatrice du pôle ISP d'APS. J'aurais souhaité réaliser plus d'entretiens, mais pour plusieurs raisons, ça n'a pas été le cas. Et donc, pour pallier cette configuration, je me suis énormément reposé sur un carnet ethnographique que j'ai alimenté quotidiennement et qui m'a permis de réorienter mes questionnements et de recenser toutes les informations qui me semblaient importantes au jour le jour. Voilà. Bah, super, merci beaucoup. Pardon, tu allais compléter? Ah non, pas du tout. Non, c'est bon, OK. Donc on voit bien encore une fois, hein, la diversité des méthodes qui ont été déployées entre enquête, entretien, analyse documentaire, observation et puis plus analyse économétrique. Là encore, je pense, ces 3 mémoires sont pour je m'adresse notamment aux étudiantes et étudiants, c'est des ressources assez riches pour voilà, vous permettre de visualiser ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez envisager de faire dans le cadre d'un mémoire qui touche à l'évaluation.
On va passer maintenant à la partie sur les principaux résultats. Je vais laisser la parole à Sarah encore une fois. Oui, merci. Donc avant-dernière, partie, avant de passer, à ce temps de questions et d'échanges. Donc une partie, très importante puisqu'on voudrait savoir, quels ont été les principaux résultats de vos travaux. En synthèse, évidemment et pour celles et ceux qui nous auront rejoints en cours de route, dans le chat, Théophile Courtier a mis, le lien vers le site de la SFE pour retrouver, les mémoires, complets, mais qui contiennent également une synthèse, chacun. Et puis, 2 sous-questions, si vous voulez, vous pouvez y répondre. Est-ce qu'il y a des aspects que vous auriez aimé, davantage explorer? Je pense qu'on est toujours un peu, alors, il y a un côté satisfait quand on finit le mémoire et puis, peut-être frustré parce qu'on se dit: «Bah, mince, si j'avais eu plus de temps ou si telle condition était réunie, j'aurais pu, aller, davantage, explorer, ce champ-là» et des nouvelles questions que vos travaux auraient suscitées. On commence par toi, Élise et justement, tu nous disais avoir laissé de côté une catégorie. Est-ce que, si le temps, t'avait permis d'ailleurs, tu aurais pu, aller plus loin? Merci Sarah. Pour répondre sur, les principaux résultats, alors il y en a plein, plein de choses hyper intéressantes, je vais revenir sur les éléments majeurs, des choses que j'ai déjà pu évoquer aussi, lors de la remise, du prix. Côté état des lieux, de la prise en compte des questions de genre en évaluation, donc on a une part considérable des évaluations en France qui intègrent, des données désagrégées femmes-hommes. C'est ce que vous voyez en orange sur la slide, donc 35 des évaluations répertoriées par l'Observatoire de la SFE, entre 2018 et 2020, intègrent des données désagrégées femmes-hommes. Ces évaluations sont déjà très majoritairement, des évaluations qui portent, uniquement sur l'action sociale, l'emploi, l'éducation et la santé. Donc on est déjà si on s'intéresse seulement aux évaluations qui intègrent, des données femmes-hommes, sur, un champ, thématique assez restreint. Si on s'intéresse plus précisément aux évaluations qui intègrent, une perspective de genre, là, les évaluations se font plus rares. On n'est plus que sur 7 des évaluations répertoriées par l'Observatoire. Donc évidemment, ces statistiques sont à titre indicatif, simplement pour avoir une idée un peu de la place du genre dans l'évaluation, hein, mais c'est pas du tout représentatif, pas nécessairement représentatif en tout cas, puisque toutes les évaluations ne sont pas répertoriées, par l'Observatoire. Et donc ce qui est intéressant et qui a été un peu, un cadre conceptuel, à ma recherche, c'est cette distinction que je fais entre, intégrer une perspective de genre et simplement mobiliser des données désagrégées femmes-hommes. Puisque souvent quand on entend, évaluation sensible au genre, on pense, au fait de mobiliser la variable, genre, lorsqu'on mène une enquête, et cetera. Intégrer une perspective de genre, en tout cas selon la définition que j'ai adoptée dans mon travail, ça va plus loin que mobiliser des données désagrégées femmes-hommes. C'est mettre en scène ces données pour fournir des informations sur les effets différenciés justement d'une intervention sur les femmes et les hommes et sur la structuration des inégalités de genre. Si on est simplement, si on mobilise simplement des données désagrégées femmes-hommes, ou même si on étudie simplement la condition des femmes sans la mettre en perspective avec celle des hommes, on n'intègre pas une perspective de genre, puisqu'on n'aura pas conscience justement de ces effets différenciés sur les femmes et les hommes, et la condition des femmes n'est pas mise au regard de la structuration des inégalités et de leur place dans la société. Donc ces évaluations qui fournissent des informations sur les effets différenciés des dispositifs sur les femmes et sur les hommes et sur la structuration donc des inégalités de genre, elles sont encore largement confinées aux politiques d'égalité femmes-hommes ou aux politiques de lutte contre les discriminations au sens plus large, alors même que nombre des évaluations qui intègrent uniquement des données désagrégées femmes-hommes, qui donc
Dans les rapports, on retrouve quelques données, par exemple, sur la participation différenciée des hommes et des femmes à un dispositif, sur l'accès différencié des hommes et des femmes à un dispositif, mais sans mettre ces données au regard de la situation des femmes, de leurs conditions sur ce sujet-là. On a donc beaucoup de ces évaluations qui intègrent uniquement des données femmes-hommes, qui portent pourtant sur des politiques au sein desquelles les femmes ont été identifiées comme un public cible. Et donc, ou des politiques au sein desquelles il y a un objectif de lutte contre les inégalités de genre. Donc ça, c'est un des résultats assez forts de mon travail. On reste sur une intégration d'une perspective de genre très limitée aux évaluations qui portent spécifiquement sur les politiques de genre ou les politiques de lutte contre les discriminations. Voilà un peu pour l'état des lieux, en sachant que, comme je le disais en introduction, l'intégration d'une perspective de genre a été beaucoup plus mobilisée dans le champ de l'aide au développement. Donc un peu à nuancer sur ce côté-là. Et puis tout un pan donc, de mon travail a consisté à me poser la question de mais pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'interroger à minima sur l'intérêt d'intégrer une perspective de genre, et puis lorsqu'on s'est interrogé sur cet intérêt, comment est-ce que pourquoi est-ce que c'est intéressant ensuite d'intégrer cette perspective de genre, même du coup lorsque la lutte contre les inégalités n'est pas un objectif de la politique évaluée. C'est là tout l'enjeu de mon argumentaire. Il y a plein de raisons différentes, donc j'en ai listé un certain nombre sur la slide si vous voulez avoir le visuel. Je vais revenir sur les principales, mais il y en a d'autres. Les principales raisons, donc les inégalités de genre prévalent dans tous les secteurs de la société, et donc ça, ce sont les études de genre qui nous le montrent. Toute politique peut avoir des effets sur les inégalités de genre, y compris dans des secteurs comme le secteur des transports, de l'énergie, du développement urbain, du développement des entreprises, y compris des projets de gestion des ressources. Donc tous ces champs dans lesquels les questions de genre sont totalement absentes en évaluation. Et pourtant, en tout cas, certaines évaluations de projets de développement ont montré qu'il y avait des inégalités de genre dans ces secteurs-là. Et donc, l'évaluation a alors à minima un rôle préventif à jouer. En tout cas, c'est ce que je développe et ce que j'essaye de démontrer, puisque elle peut permettre de mettre en lumière la façon dont un dispositif perpétue ou renforce des inégalités. Donc, c'est le rôle minimum de l'évaluation de mettre en évidence ces inégalités qui sont perpétuées ou renforcées par le dispositif, même lorsque le dispositif n'avait pas d'objectif de lutte contre les inégalités. Il n'est pas neutre. Et puis, l'évaluation peut avoir un rôle proactif en identifiant les effets positifs d'intervention pour les femmes, y compris, pareil, dans le cas de dispositifs qui n'avaient pas vocation à lutter contre les inégalités femmes-hommes, mais pourtant qui peuvent avoir des effets positifs pour les femmes. Et dans ce cas-là, il y a des enjeux de valoriser ces résultats-là, peut-être de pouvoir les généraliser, les réutiliser dans le cadre d'autres politiques, et en tout cas d'identifier des leviers qui permettent de réduire les inégalités. Et puis l'évaluation peut aller plus loin et chercher à changer les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes au sein même de la démarche d'évaluation. Donc là, on a tous les enjeux d'évaluation participative, d'évaluation inclusive qui se posent. On peut aussi s'intéresser à ce qu'on appelle l'approche intersectionnelle et l'idée que on n'étudie pas seulement les inégalités de genre, on étudie aussi ces inégalités de genre au regard d'autres inégalités, inégalités en matière de classe sociale, d'ethnie, d'orientation sexuelle, etc. Et dans l'idée que, encore une fois, en mobilisant
les acquis de la recherche sur le genre. Les femmes ne subissent pas les mêmes oppressions selon leur origine, leur classe sociale, leur race, etc. Voilà un petit peu pour les principales raisons et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'intégrer une perspective de genre à l'évaluation. Et puis, on a tout ce que j'ai mis en bas de slide sur, en fait, intégrer une perspective de genre, c'est aussi une opportunité d'améliorer la pratique de l'évaluation par conséquent. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai trop parlé. Mais... Merci Élise. Jonas, est-ce que tu viens nous partager à ton tour les principaux résultats de tes recherches? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, encore une fois, l'objectif était de quantifier des externalités. Et là, mes estimations montrent que les déménagements ont entraîné une dépréciation relative de prix d'immobilier d'environ 7% dans la zone d'impact. Et comment est-ce que nous interprétons ça? Cela suggère qu'au niveau agrégé, effectivement, l'équipe semble d'avoir généré des avantages en termes d'accrément sur le marché. Et en plus, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que j'ai également estimé un modèle avec des anneaux de distance, et ces modèles montrent que l'effet du départ de l'équipe s'entend jusqu'à 4000 et que l'effet diminue de manière décroissante et non linéaire à partir du stade. Donc, ce sont les résultats principaux suivant mes estimations. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Puis, j'essaie d'agréger un peu cet effet et j'observe une perte relative totale de valeur immobilière entre à peu près 250 millions et 520 millions de dollars exprimant en dollars de l'année dernière, il fallait dire. Mais en soi, cela ne nous dit pas encore beaucoup. Il faut le contextualiser et du coup, il faut le comparer un peu avec les coûts de garder la franchise à St. Louis, ce qui n'a pas marché, comme vous le savez maintenant, mais quand même. Une manière d'interpréter ou de comparer serait de lancer un regard sur les coûts de construction initiaux du stade. Le stade a été financé entièrement par la main publique en 1996 et c'était une somme d'environ 550 millions de dollars, aussi exprimé en dollars de 2023. Mais on pourrait aussi argumenter que les paiements de dette qui ont resté lors du départ de l'équipe, en somme de à peu près 180 millions de dollars, constituent un meilleur benchmark parce que cette somme-là reflète la somme qui n'était plus financée par la présence de l'équipe. Parce que pendant que l'équipe était là, elle a bien sûr quand même généré des impôts et elle avait quand même un impact direct économique. Voilà. En total, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ces résultats? Une manière d'interpréter ces résultats, serait de conclure simplement que l'exemple de St. Louis montre que des équipes de grande ligue possèdent effectivement le potentiel pour générer des externalités positives suffisamment grands pour faire un argument vers la subvention publique des projets de stade. Néanmoins, je voulais vous avertir un peu avant que vous quittiez les réunions et parler aux décideurs publics et avant que vous leur recommandiez qu'il faut financer des stades. Je reste un peu sceptique. Pourquoi? Parce que, premièrement, je viens de parler avec Brett Humphries et Adam Novak la semaine dernière et eux, ils ont rédigé le seul papier de référence qui existe en ce moment. Et eux, ils trouvent des résultats opposés dans un autre contexte, dans le contexte de Charlotte et Seattle.
Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour mon scepticisme, c'est qu'il est très, très probable que les résultats Saint-Louis sont très favorables et que ça soit un cas extraordinaire, un cas vers, comme je l'ai écrit, dans la partie supérieure du spectre, parce qu'il y a plusieurs raisons pourquoi je pense cela. Et donc, en bref, mon plaidoyer ici, c'est il faut beaucoup plus des analyses et il nous faut un peu plus de la recherche dans d'autres contextes pour affirmer ces résultats avant que nous faisons des conclusions préliminaires. Et ce qui serait également très intéressant pour de la recherche à venir, serait la question quelles sont les caractéristiques locales, donc je parle des caractéristiques urbaines, économiques, politiques, qui peuvent finalement expliquer pourquoi nous observons un effet positif dans une ville et des effets négatifs dans deux autres villes. Et peut-être dans quelques années, quand nous nous revoyons, je peux vous donner une réponse à cette question, mais en ce moment-là, ça reste une avenue pour la recherche à venir. Voilà. Merci beaucoup, Jonas. Et merci pour ces conseils avant qu'on se retrouve auprès de nos décideurs politiques. Avant de te donner la parole, Rémi, on avait une main levée, mais qui a disparu. Je crois que c'était Monsieur Jamal Bakhti. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. On peut prendre le temps de prendre votre question. Et sinon, on la reprendra plus tard. Donc, je t'en prie, Rémi. Ok, très bien. Donc, pour ce qui est de l'évaluation interne d'APS, le résultat principal que j'ai pu observer est que au sein de cette structure, il n'existait pas de véritable programme évaluatif formalisé. Et donc, j'ai essayé de mettre en avant trois facteurs explicatifs majeurs. Tout d'abord, dans le sillage des constats dressés par Dominique Charrier, il y a une véritable difficulté méthodologique à évaluer des actions qui sont fortement qualitatives et qui sont adressées à des publics dits en rupture, dont l'objectif est de lever les problématiques identifiées auprès de ces publics, et de leur proposer un accompagnement inconditionnel. Donc, ce qui fait de tout travail d'évaluation pour ces structures-là un exercice très chronophage et qui nécessite des compétences assez poussées, notamment dans l'élaboration de critères fins pour saisir l'évolution psychologique ou encore comportementale des bénéficiaires. Ensuite, j'ai mis en avant la taille d'APS, qui était notamment pour les deux derniers responsables de cette structure problématique, avec notamment une seule personne qui, au sein d'APS, est en charge du développement de la structure, de sa stabilisation financière, et qui place en fait, selon les enquêtés, la structure dans une situation un peu de crise permanente et qui empêche de dégager de vrais moments de recul et des moments réflexifs pour réfléchir aux actions mises en place, aux pratiques, etc. Et enfin, j'ai montré que l'évaluation au sein d'APS était investie de manière informelle, notamment par les éducateurs socio-sportifs du pôle ISP, qui réalisaient bien un travail d'évaluation, mais par le biais d'échanges oraux quotidiens. Et j'ai expliqué cette caractéristique, notamment en montrant que l'évaluation en tant que programme un peu formalisé était vue par ces acteurs de terrain comme une notion assimilable à un vecteur de remise en cause de leur pratique. Et j'ai montré que ces résistances s'illustraient notamment par une utilisation jusqu'à un temps assez récent, assez marginal, des différents outils de suivi et d'évaluation proposés par les différents financeurs publics d'APS, notamment les outils de l'EDI qu'on pourra voir plus tard. Et donc, en ce sens, ces différentes données rejoignent les différents constats développés par Dominique Charrier, qui montrent qu'au sein du socio-sport, les acteurs de terrain
défendent une approche d'évaluation plutôt qualitative, artisanale et de proximité. On peut passer à la slide suivante. Et donc, même si on observe une évaluation qui est investie de manière très informelle, on a quand même la mise en place de suivi et d'évaluation assez important au sein d'APS, et permis notamment par le fonctionnement organisationnel de cette structure qui, depuis 2016, s'est complètement restructuré et a mis en place un fonctionnement que j'ai qualifié de transversal, qui a pour objectif d'impliquer l'ensemble des salariés, quelle que soit leur position ou leur fonction au sein de la structure, dans le processus décisionnel d'APS. Et donc, ce fonctionnement repose sur 3 temps distincts. Donc, tout d'abord, des réunions de pôle entre les équipes de pôle, des comités de direction qui réunissent le délégué général, donc le responsable d'APS et les responsables des pôles, et enfin, les comités de direction élargis qui réunissent l'ensemble des salariés. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai réalisé un ensemble d'observations de ces comités de direction élargis, et j'ai pu montrer en quoi ils permettaient, d'une part, d'informer l'ensemble des salariés sur l'avancée de toutes les actions développées par APS, et de dresser donc des diagnostics en mettant en avant ce qui a pu fonctionner dans ces actions, ce qui fonctionne moins bien, les obstacles et les ajustements qui ont été faits sur le terrain, notamment en termes pédagogiques. Et ces réunions permettent aussi à l'ensemble des salariés d'interagir sur ces diagnostics et éventuellement de proposer des préconisations ou des solutions. Et donc, j'ai montré en quoi ce fonctionnement permettait vraiment de réaliser un suivi global de toutes les actions de cette structure. On peut passer. Voilà. Donc là, je vais être assez rapide sur cette slide-là, mais le point était vraiment de montrer que APS est en charge d'un ensemble très important de programmes publics pris en charge dans le cadre d'appels à projets. Et cette configuration, ça j'ai pu le constater au cours de mes entretiens, est très critiquée au sein d'APS puisque selon ses membres, cela a pour conséquence de précariser la structure et d'empêcher de réaliser un véritable travail de fond sur l'ensemble des actions et d'entreprendre un véritable temps de réflexion sur les projets et donc sur leur évaluation. Oui, voilà. Et donc, je me suis focalisé sur l'espace dynamique d'insertion qui a été fermé en octobre 2022, choix justifié par le conseil régional, enfin, plutôt le pôle exécutif du conseil régional incarné par Valérie Pécresse, par un supposé manque d'efficience du dispositif. Et j'ai montré qu'en fait, il y avait une véritable évolution, notamment au niveau des attentes du financeur public, donc ici le conseil régional. Le DI avait originellement été créé comme une véritable première marche vers l'insertion professionnelle et ou formative pour des jeunes décrocheurs scolaires, avec l'objectif de travailler sur leurs problématiques et de le réorienter progressivement vers une insertion professionnelle et formative. Mais on voit notamment à partir de 2019 qu'on a un changement de paradigme et qu'on a une priorisation d'une approche plutôt quantitative, alors qu'au départ, on était plutôt sur une logique qualitative. Voilà. Et donc, enfin, je me suis intéressé aux outils d'évaluation et de suivi mis à disposition par les financeurs, et donc ici, le conseil régional. Et j'ai essayé de montrer en quoi on pouvait appréhender ces différents outils comme des éléments d'appui pour l'évaluation interne d'APS. Donc, j'ai mis en avant 3 outils différents. Donc, tout d'abord, les comités de pilotage qui visent à réunir des représentants du Conseil régional d'Île-de-France et des membres d'APS pour suivre le suivi de
ce programme public. J'ai également étudié la carte des compétences, qui est en fait un outil qui repose sur 14 axes de compétences différents. Je les ai pas tous en tête, mais on a notamment savoir construire son projet professionnel, savoir utiliser des outils numériques, ou encore savoir travailler en groupe, en collectif. Donc, qui permet un peu d'avoir un suivi individualisé et assez fin des bénéficiaires. Et enfin, un autre outil qui est un bilan qualitatif et quantitatif qui permet également, dans la même optique, d'avoir un suivi plutôt individualisé et plutôt précis des bénéficiaires. Et j'ai montré que ces différents outils pouvaient permettre tout d'abord de dégager des temps de réflexion pour APS, qui, comme j'ai dit précédemment, est une structure de terrain et donc au sein de laquelle il est parfois compliqué de dégager ces moments de réflexion. Ils permettent également d'alimenter les outils de valorisation des actions d'APS. J'ai montré notamment que la quasi-majorité des informations et des statistiques du rapport d'activité d'APS provenaient justement de ces outils. Et enfin, et ça c'est un point qui, selon moi, est assez important, j'ai essayé de montrer que ces outils pouvaient permettre également d'approfondir le diagnostic des acteurs de terrain et le suivi des bénéficiaires, notamment lors d'un entretien avec l'ancienne responsable d'APS. Cette dernière m'a dit que, à l'aide de ces outils mis à disposition dans le cadre de l'EDI, les éducateurs du pôle ISP d'APS avaient pu mettre en lumière une problématique de plus en plus saillante et donc un peu nouvelle pour les bénéficiaires de l'EDI, qui était donc la problématique de l'hébergement, la problématique que les acteurs de terrain n'auraient probablement pas identifiée, ou du moins pas identifiée de la même manière, sans ces outils. Et donc, l'ensemble de ces informations, pour le cas d'APS en tout cas, m'ont permis de nuancer le concept de jalordisation de Michel Chauvière, qui fait des pratiques évaluatives un élément de disqualification des compétences analytiques des acteurs de terrain du champ social. Et donc là, pour ce qui est d'APS, j'ai montré que ce n'était pas véritablement le cas et qu'au contraire, ces outils pouvaient permettre d'approfondir le suivi de terrain. Et donc, un peu en conclusion, j'ai essayé de souligner l'importance de l'activité d'évaluation des actions de structures de terrain telles qu'APS, porteuses de programmes publics, qui pouvaient leur permettre de justifier la qualité et la pertinence de leurs actions, et également de se prémunir contre d'éventuelles évolutions des dispositifs publics, comme ce qui a pu être le cas sur l'EDI. Mais je pourrais revenir plus en détail sur un peu l'histoire de ce dispositif dans la phase de questions et d'interaction. Et donc voilà, une des conclusions majeures de ce mémoire est que pour les structures de terrain, cette activité d'auto-évaluation est assez cruciale. Merci beaucoup. Hugo, si tu veux Oui. reprendre le relais. Ouais. Merci pour la présentation de ces résultats. Alors, après, on avait envisagé de vous demander de parler un peu plus d'un côté retour d'expérience sur le mémoire. Je pense qu'au regard du temps et de l'avancement là du webinaire, on va peut-être plutôt ouvrir aux questions dès maintenant. Et les questions vous permettront sûrement de partager un peu plus ce côté retour d'expérience sur comment vous avez vécu le fait enfin voilà, comment vous avez vécu le processus de production d'un mémoire de recherche, parce que c'est des choses qui peuvent notamment intéresser les étudiantes et étudiants. Donc j'ouvre les questions pour l'auditoire. N'hésitez pas à lever la main ou poser vos questions dans le chat dès à présent. On va se laisser quelques secondes pour regarder si certaines personnes veulent prendre la parole. Et sinon, on poursuit sur la partie retour d'expérience.
Je crois que quelqu'un lève la main. Oui, Vas-y, Théophile, ouais. Oui, Théophile. ouais. Merci beaucoup pour la présentation de vos travaux. C'était vraiment très riche et très dense. Moi, j'avais juste une petite question pour Rémi. Je voulais savoir, sur ce que tu disais sur l'appel à projet, moi, je retrouve vraiment beaucoup de similitudes avec des travaux aussi que j'ai faits. Et enfin, les constats sont exactement les mêmes sur voilà, les difficultés, la précarité que ça peut engendrer sur les structures. Je souhaitais savoir si dans la réponse à l'appel à projet, il fallait justement indiquer les modalités d'évaluation. Est-ce qu'il y avait une partie dédiée vraiment à l'évaluation des activités? Et du coup, enfin, si oui, j'imagine que du coup, ce qui ressortait, c'était beaucoup des aspects, des critères très quantitatifs, j'imagine. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a été vécu comme une contrainte et enfin, mal approprié par les équipes. Oui, 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 complètement. Bah, dans l'ensemble des appels à projets, c'est vrai que très souvent, c'est un critère qui est inscrit, enfin un critère assez systématique. Mais la problématique, et c'est justement ce que j'ai voulu montrer dans ce mémoire, c'est qu'en fait, cette logique un peu court-termiste des appels à projets incite les structures de terrain à, à candidater pour un ensemble très important d'appels à projets. Et donc, en fait, enfin, en tout cas pour ce qui est d'APS et du secteur du socio-sport, les associations vraiment de terrain, donc qui ne sont pas extrêmement importantes en termes humains et organisationnels, euh, effectivement disent qu'elles vont réaliser un travail évaluatif basé sur des critères quantitatifs, etc. Mais en fait, dans les faits, c'est pas véritablement le cas puisqu'il n'y a pas, il y a pas de moyens nécessaires. Donc en fait, on est dans une logique où on se conforme aux attendus sans véritablement mettre en place de dispositifs très soutenus. Et donc, une des propositions et des préconisations qui étaient ressorties, notamment auprès des 2 derniers responsables d'APS, ce serait un peu de sortir de cette logique court-termiste d'appel à projet. Très souvent, les appels à projets s'étalent sur une seule année. Et donc, selon eux, ce qui pourrait être un moyen de pallier cette problématique, ce serait de passer plutôt sur des appels à projets triannuels. Donc, sur 3 ans, qui permettent véritablement de développer de vrais critères d'évaluation et de mettre en place une vraie ingénierie de projet. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, je crois qu'ensuite, la main qui s'est élevée, c'était Antoine Piccoli. Que vous m'entendez comme ça ou pas du tout? On vous entend, ouais. OK, parfait. Hem, en tout cas, merci pour cette présentation assez riche de vos travaux de mémoire. Plus globalement, moi, je suis actuellement stagiaire au conseil départemental du Rhône et je m'intéresse beaucoup aux questions, en fait, de l'après-évaluation, a posteriori, concernant l'appropriation, en fait, des rendus des livrables par les commanditaires et je voudrais savoir si, dans le cadre de vos recherches, vous avez été amené à savoir si, concrètement, la pratique évaluative permet-elle réellement ou non, d'améliorer, les politiques publiques et la normativité, en fait, dans une perspective de performance ou pas du tout, en fait, concrètement? Ouais, peut-être si je pourrais commencer, je viens d'assister à une conférence de recherche la semaine dernière à Boston, aux États-Unis, et là, j'avais la possibilité d'échanger avec des académiques qui ont déjà travaillé sur ce que je faisais depuis très, très longtemps. Et eux, ils m'ont toujours dit que, effectivement, les décideurs publics sont très intéressés à ce que nous faisons et il existe cet échange-là. Et pratiquement, je sais que plusieurs des économistes qui sont très connus sont très, très souvent invités par, comment ça s'appelle en français, la Maison Blanche, par le Congrès américain pour faire des analyses sur des questions de la subvention publique. Du coup, ma réponse était relativement claire. Oui, ça existe, cet échange est déjà là. Et les analyses, pour moi, je ne peux que parler de sciences économiques, mais là,
ces analyses sont utilisées en pratique et j'espère qu'ils font du bien. J'espère qu'ils font du bien. Voilà. Et vous avez jamais rencontré des élus ou des commanditaires qui ont vraiment eu du mal à s'approprier enfin, vos travaux ou vos évaluations, ou alors qui, plusieurs mois ou plusieurs années après l'évaluation, finalement, on est resté toujours au même niveau, quoi. C'est-à-dire que bah, on n'a pas pris en compte les recommandations, ou alors finalement, bah, la politique publique ne s'est pas améliorée, et on a toujours les mêmes lacunes et le même dysfonctionnement. Je pense que c'est un peu difficile à répondre parce que là, on a une certaine comment ça se dit en français? Une certaine disbalance entre des recherches académiques et la pratique politique. Je pense que en tant que chercheur, je ne peux que faire des recommandations. Et comme je le faisais avant, ça veut toujours dire que des résultats sont toujours valables jusqu'à un certain degré, ou sont toujours valides jusqu'à un certain degré. Et bien sûr, donc une responsabilité de nous en tant que chercheurs, c'est d'avertir, c'est aussi de dire, OK, possiblement, il y a quelques limitations et voilà, ça reste finalement ce que je veux dire, ça reste une recommandation et du coup, bien sûr, certainement, il y a des cas où on a pensé que une certaine action publique va améliorer une certaine situation et juste après, on a appris que c'était malheureusement pas le cas. Mais mon plaidoyer serait qu'il faut simplement intensifier l'échange entre les académiques et entre les décideurs publics et d'apprendre l'un de l'autre et de comprendre qu'il s'agit d'un processus graduel. Et voilà, je pense qu'on a cette approche, on peut faire du bien en termes d'agrément. Et ça rejoint tout à fait d'ailleurs une remarque qui vient d'être mise dans le chat sur cette question de rendre accessible et en fait, de favoriser les échanges pour que cette posture de recommandation soit efficace. Si Élise et Rémi, est-ce que vous vouliez rajouter des éléments? Sinon, on peut prendre l'autre main levée. Juste, petite question, ensuite je coupe mon micro. Est-ce que vous pensez Allez-y. qu'éventuellement ça peut être une bonne piste de recherche pour un mémoire de M2 ou pas du tout? Parce que j'ai déjà commencé à trouver quelques articles sur en fait la manière dont est réalisée la pratique évaluative dans les collectivités, une sorte d'état des lieux en fait pour savoir bah, si oui ou non ça a les effets escomptés, ou alors c'est juste finalement un outil un peu pour pour collecter des données, pour dire de la connaissance. Ou pas du tout, en fait? Vous pensez que c'est un cul-de-sac, il faut pas du tout, m'orienter sur cette, piste de recherche? Alors, c'est que mon avis et ma petite expérience, mais je pense que c'est ultra intéressant parce que c'est des questions qu'on se pose tout le temps, en fait, en tant qu'évaluateur et évaluatrice bah, déjà, on n'a pas forcément de visibilité sur de quelle manière nos travaux derrière sont réutilisés et puis on se pose toujours la question de comment est-ce que ça va être utilisé? Et puis, bah, si je raccroche à mon sujet de recherche, bah, je suis restée sur le côté théorique bah, je fais des constats théoriques, et je développe des arguments de pourquoi est-ce que c'est intéressant d'intégrer une perspective de genre, mais après l'étape d'après, c'est comment on fait et du coup, je pense que dans le cadre de ce prix, du mémoire et dans le cadre plus général d'un mémoire en évaluation, c'est hyper intéressant d'avoir des mémoires, qui s'intéressent plus à la pratique et comment est-ce qu'on fait et comment améliorer la pratique de l'évaluation donc enfin, je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais en tout cas, ça me semble hyper intéressant et les freins, je pense que vous allez trouver pas mal d'informations, là,
à partir d'enquêtes auprès des évaluateurs et évaluatrices, vous pouvez récolter plein de choses sur quels sont les freins ou au contraire, quels sont les leviers à la mobilisation des recommandations et des conclusions des évaluations dans l'action publique. Enfin, il y a plein de choses. Oui, tout à fait. J'avais déjà trouvé dans ce sens-là un rapport du Conseil d'État qui datait de 2020, si je ne me trompe pas, qui justement fait déjà un diagnostic de la pratique évaluative en France, et avec aussi une partie concernant les limites et les points d'amélioration. En fait, c'était notamment sur alors de tête, hein, de manière un peu schématique, il y avait un problème aussi d'intégration et d'implication des bénéficiaires, en fait, donc d'un programme ou d'un projet, à la fois dans les instances de pilotage de l'évaluation et aussi dans l'évaluation elle-même, dans la collecte de données. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi, également, je l'ai ressenti par mon expérience depuis que je suis en stage, c'est que les élus, en fait, dans certains cas, ne sont pas forcément énormément impliqués. Il n'y a pas de démarche volontariste déterminée et motivée pour développer la pratique évaluative ou pour alors s'y impliquer de manière fondamentale. Et que finalement, on est dans une sorte de négociation intra-service où il y a typiquement le service, je sais pas moi, la direction enfance-famille qui souhaite évaluer politique d'une participation du placement des enfants dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Et on voudra avoir un point de vue un peu extérieur, un compte rendu. Mais en fait, finalement, c'est que sur des démarches, on va dire, uniques. Enfin, il n'y a pas de cadre global et général pour impulser et orienter la partie évaluative. Je vous remercie pour cette discussion qui est très intéressante. Je suis désolé, j'y coupe un peu court parce qu'il y a une autre main levée depuis un Oui, il certain n'y a pas de temps, souci, et il c'est n'y a pas de souci. pour qu'on puisse prendre cette question, et après on va clore la réunion parce qu'il est l'heure. C'est voilà, Benjamin Bessot, oui, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci. Moi, j'ai une question pour Élise. Donc, nous, on est la direction de l'évaluation de Grand Paris Sud-Est Avenir. Donc, c'est l'Interco de Créteil, dans le Val-de-Marne. Du coup, c'est la question que vous évoquez juste à l'instant, c'est-à-dire du comment on fait. Et est-ce que vous avez... Donc, nous, on fait de l'évaluation et puis on est aussi commanditaire. Donc, est-ce qu'on a des exemples de collectivités ou d'acteurs publics ou de cabinets de conseil qui ont intégré la perspective de genre comme un élément systématique dans les évaluations, les travaux qu'ils mènent? Et si oui, comment ils ont fait pour convaincre, pour voilà, mettre en place cette dynamique-là? Bonjour, merci pour votre question. Alors, je pense que je pourrais en parler pendant très longtemps, mais pour donner les petites billes que j'ai en tête, alors de manière systématique, j'ai pas en tête de cabinet ou d'évaluateurs qui le feraient de manière systématique, parce que là, on revient sur les freins. Je les ai développés aussi un petit peu dans mon travail, mais il y a plein de freins à cette intégration du genre dans l'évaluation, ou même avant de l'intégrer, à se poser systématiquement la question de l'intérêt d'intégrer une perspective de genre, contraintes budgétaires, contraintes du rapport commanditaire-prestataire, contraintes temporelles. Enfin, il y a plein de raisons au fait de ne pas le faire systématiquement. Manque de sensibilisation, de connaissances sur le sujet, le fait qu'il y ait une forte imperméabilité entre le monde de la recherche et l'évaluation en France. Enfin, il y a plein de facteurs explicatifs. Après, il y en a des exemples pour le coup d'évaluation qui ont intégré une perspective de genre alors que ce n'était pas un objectif de la politique évaluée. Peut-être que d'ailleurs d'autres personnes dans la salle ont des exemples, n'hésitez pas à les partager. Moi, je pense à une évaluation qui a été réalisée par le cabinet Quadrant Conseil, qui est l'évaluation des impacts des tramways de Casablanca et Rabat-Salé. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, elle est publique. Avec plaisir. Et qui est donc une évaluation
qui était commandité par l'Agence française de développement. Donc encore une fois, on est dans le champ du développement. Mais donc une évaluation qui a été commanditée par un acteur qui au départ n'avait pas de questions spécifiques sur le genre. La mise en place des tramways n'avait pas vocation à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Et pourtant, l'évaluation a montré que la mise en place de ces tramways avait des impacts positifs pour les femmes. Donc là, c'était hyper intéressant de voir que sur un sujet transport, où il n'y a pas d'objectif genre, on voit quand même des effets des politiques sur ces enjeux-là. Donc là, ils sont positifs, majoritairement positifs dans le cas de cette évaluation, mais il y a d'autres exemples, notamment dans le champ de l'aide au développement, de projets qui ont eu au contraire des effets négatifs qui ont renforcé des inégalités de genre, alors que, juste parce que c'était un impensé en fait. Quand on part du principe que notre politique est neutre, eh bien, elle l'est rarement. Donc, il y a des risques, en tout cas, de perpétuer des inégalités, voire de les renforcer. J'en cite plusieurs, en tout cas, dans mon travail, et puis je pense que vous pouvez en trouver d'autres. Je ne sais plus si vous aviez une autre question. Ah, et comment est-ce qu'on fait en pratique? Ouais. Alors là, pareil, on pourrait en parler pendant longtemps, parce que la question, c'est est-ce que, par exemple, on associe un ou une chercheur spécialisé sur les enjeux de genre et spécialisé sur la thématique de la politique? Est-ce qu'on mobilise les enseignements justement de cette recherche sur le genre? Est-ce que, ça dépend de notre niveau aussi de connaissance de ces enjeux-là en tant qu'évaluateur. À quel stade de l'évaluation est-ce qu'on intègre le genre? Au moment des questions évaluatives, on peut imaginer intégrer une sous-question qui porte sur les enjeux de genre. On peut faire un zoom sur décortiquer un petit peu le public cible de notre politique. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est quand on se pose la question de est-ce qu'il y a des effets ou des accès différents entre les hommes et les femmes. En fait, on se pose aussi des questions sur d'autres publics par déduction. Ça permet aussi ça. Il y a plein d'étapes. Est-ce que, par exemple, on peut mobiliser une analyse budgétaire sensible au genre au cours de notre évaluation? Il y a plein d'outils comme ça où, en fait, tout au long de notre évaluation, on peut intégrer des éléments qui permettent de s'intéresser au genre. Et comme je le disais aussi, la démarche même de l'évaluation peut réduire les inégalités de genre en se posant la question de est-ce que dans mon processus, dans les outils de collecte que je déploie, est-ce que je perpétue aussi des inégalités? Est-ce qu'au contraire, je donne la parole à des publics qui d'habitude ne l'avaient pas ou peu? Est-ce que quand je fais un focus group avec des hommes et des femmes, les femmes ont autant la parole que les hommes? Il y a plein de mécanismes auxquels on peut réfléchir. Et donc, dans l'idéal, on se poserait des questions sur tout ce que je viens de dire et sur encore plein d'autres choses, mais déjà d'avoir ça en tête et d'adopter ces lunettes du genre un peu systématiquement, c'est hyper intéressant sans faire une évaluation parfaite au regard du genre. Mais voilà, il y a plein de petites pistes comme ça, en sachant encore une fois que ça fait donc 2 ans que je suis évaluatrice et c'est des sujets que, malgré le fait que je porte un intérêt spécifique à ce sujet-là, c'est quelque chose qu'on n'arrive quasiment jamais à mettre concrètement en place. Donc, ça montre qu'il y a encore plein de blocages. Ouais, c'est une bataille, mais il faut qu'en tant que profession, on arrive à la fois à monter en compétences et à prendre le réflexe de se C'est poser ça. les questions-là, dans la façon dont on mène les choses et dans les perspectives d'analyse et nos biais qu'on peut porter aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, je vais en parler moi, en interne et peut-être que si vous êtes OK, on peut essayer d'en échanger de manière plus approfondie. Avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci à vous. Super, merci beaucoup. Je suis désolé s'il y a d'autres questions, mais on a déjà un peu dépassé. Donc, je vais clore ce webinaire. Je vous remercie beaucoup à toutes et tous d'avoir participé. Je remercie évidemment Élise, Jonas et Rémi d'avoir pris le temps de préparer cette présentation et d'avoir présenté avec brio leurs travaux qui sont également brillants. Je vous rappelle que ils sont tous accessibles sur le site de la SFE, donc je vous invite à aller les consulter. Il y a également une synthèse de chacun des mémoires qui est accessible aussi, ce qui ne donne aucune excuse évidemment. Donc, voilà, enfin, voilà, il faut aller regarder, c'est très intéressant. Et également, j'ajoute un petit mot aussi pour dire que le prix, enfin, ce prix du mémoire en évaluation sera a priori, enfin même c'est sûr, réitéré donc cette année, probablement dans les mêmes genres de calendrier, donc avec les dépôts de candidatures qui auront lieu au niveau de, enfin voilà, fin de l'été, septembre, jusqu'en début mi-septembre, a priori. Donc, étudiantes, étudiants attentifs à cet événement, eh bien, tenez-vous prêts. Voilà. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.